Ils reviendront. Aucune intimidation désormais ne les fait taire. On veut plus de l'RCD. L'RCD dégage. L'RCD dégage. On veut plus d'RCD. Moi je dis tout simplement une chose. Vous n'allez pas avorter notre révolution. Nous vous avons à l'œil. À l'œil. Dorénavant. Quelques rues plus loin, la révolte continue en costume-cravate. Les employés de la Banque nationale agricole, l'une des plus grosses du pays, demandent le départ du PDG, nommé par Ben Ali. Ils l'accusent d'avoir couvert pendant des années les transactions frauduleuses du président et sa famille. Adel, chef de service à la banque, détaille le relevé de compte d'un neveu du président. Le 29 décembre, quand il a commencé à sentir monter la pression, il a retiré 400 000 € ici même en espèces. Alors que nous, si on y va pour demander un prêt de 10 000 €, on nous dit de dégager. Nous voulons que ces corrompus soient virés de la banque et qu'ils soient tous traduits en justice. Après son service, au calme, Adel le banquier nous montre les quelques documents qu'il a réussi à sortir. En 28 ans à la banque, c'est la première fois qu'il ose dénoncer ces pratiques. Prenons par exemple Sakel El Matri, le gendre de Ben Ali. Il a ouvert chez nous 6 comptes pour 6 de ses sociétés. Sur ces comptes, il était autorisé à emprunter de l'argent. Et il en empruntait beaucoup. Avec un taux d'intérêt, écoutez-moi, lisez bien, de 0,12 pour 1000. Vous avez bien lu? C'est comique, c'est incroyable. Des taux comme ça n'existe pas, ça n'arrive jamais. Des prêts quasiment gratuits, des retraits illimités, il suffisait d'appartenir à la famille du président, qui piochait dans n'importe quelle banque. Et rendez-vous compte, la BNA n'est qu'une goutte dans un océan. Imaginez le nombre de banques en Tunisie, elles fonctionnent toutes pareilles. Dans les banques, dans les administrations, même dans la rue, toute personne soupçonnée d'avoir soutenu la dictature devient une cible, c'est la purge. Comme ici, en plein centre-ville, une foule en colère pense tenir deux proches du régime déchu. Ils sont immédiatement embarqués par l'armée pour être interrogés. Les insultes fusent, les coups aussi. Les soldats ont du mal à éviter le lynchage et soudain, des tirs de sommation. La foule se disperse. Depuis le départ de Ben Ali, l'armée s'est déployée massivement dans la capitale. Contrôle, fouille, les soldats n'hésitent pas à arrêter toute personne suspecte. Vive l'armée nationale! Pourtant, les chars d'assaut n'inquiètent pas les passants. L'armée n'a pas tiré sur le peuple, alors aujourd'hui il n'est pas rare que les soldats soient remerciés. Des fleurs pour les militaires, des accusations pour les médias tunisiens depuis trop longtemps soumis au pouvoir. L'ambiance est électrique au syndicat des journalistes. Ils sont pris à partie par un passant furieux. Vous êtes les agents du parti. Vous mentez. Vous êtes des arnaqueurs. Avant, vous faisiez l'éloge du régime. Arrête, il y a des journalistes honnêtes qui ont parlé, qui ont milité. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Après des années de compromission, quelques journalistes commencent timidement à faire leur mea culpa. On doit tous assumer la responsabilité à des degrés différents, d'avoir préféré la sécurité au journalisme. Ce qu'on a fait n'est pas digne, mais on a obéi à des choix qui n'étaient pas les nôtres. C'était ceux de nos directeurs. Zouhair, lui, préfère rester discret. Il sait qu'il est visé par les critiques. Il écrit pour Al-Houria, le journal du parti au pouvoir, la voix du gouvernement. De retour à la rédaction, réunion de crise. Après des décennies de propagande officielle, les journalistes veulent se racheter une conduite. Avec un nouveau titre, de nouvelles couleurs, la ligne éditoriale, elle, reste à définir. À ses débuts, Zouhair rêvait pourtant de faire du journalisme critique, mais il a fini par s'accommoder du régime. Devant notre caméra, il se confesse.
Les communiqués de l'agence officielle, c'était comme le Coran pour nous. On les publiait sans même les vérifier. J'avoue qu'on n'était pas avec le peuple tunisien. On n'était pas contre lui, mais pas avec lui. Ça a été une erreur. Toi, tu as été lâche? Oui, j'ai été lâche. En fin de compte, j'ai été lâche. Un à un, les verrous mis en place par la dictature sautent. Dans les rédactions comme celle-ci, mais aussi dans les mosquées. Nous sommes à Zarouni, dans un quartier populaire de Tunis. Ici, depuis 20 ans, l'imam est nommé par le gouvernement, le prêche strictement contrôlé. Alors aujourd'hui est un test. Premier jour de prière depuis la chute de Ben Ali, les fidèles attendent le retour de leur ancien imam, interdit par le régime. Le voici en négociation dans l'arrière-cour. Le monsieur en blouson noir, gêné par notre caméra, c'est un agent du gouvernement. Il enfile le costume d'imam. Il vient à l'instant de décréter qu'il conduirait lui-même la prière. L'ancien est prié de se taire. Les fidèles réclament un imam, mais les autorités veulent leur en imposer un autre. On veut leur imposer. Devant des centaines de fidèles incrédules, l'inconnu prend la parole et récite son texte. Mais la mascarade ne dure que 10 minutes. Les fidèles l'accusent d'appartenir au parti de Ben Ali. Certains partent en signe de protestation. L'agent quitte alors la mosquée par la petite porte. Mounji, l'ancien imam, reprend le prêche. Nous nous sommes libérés, mes frères. Nous n'avons peur que de Dieu. Vous avez souffert, vous, musulmans. Ils ont obligé vos filles à enlever le voile et les ont chassées des écoles. Ils ont emprisonné les barbus et tous ceux qui étudiaient le Coran. Pour la première fois, ce n'est plus le gouvernement qui prêche dans cette mosquée. Un prêche enflammé qui n'hésite pas à aborder la politique. Précisément ce que l'ancien régime voulait à tout prix éviter. Après la prière, Mounji Jouini n'en revient toujours pas. C'est la première fois que je parle librement à la mosquée, sans censure, sans que des espions nous guettent et rédigent des rapports. Peu à peu, la parole se libère partout.